Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Gazette au Café Société de Radio Aviva. Bonjour à nos auditeurs de Montpellier et de Nîmes. Nous allons aujourd'hui consacrer ce café à l'œuvre politique et sociétale de Simone Veil, l'œuvre, je dirais, humaine aussi, parce qu'elle nous laisse un certain nombre de messages, de valeurs qui sont vraiment importantes, et nous verrons pourquoi dans les différentes périodes de sa vie, elle a à chaque fois semé quelque chose qui nous reste. Alors, Simone Veil, on ne la présente plus, et pour en parler aujourd'hui, nous avons un plateau tout à fait prestigieux avec Irène Tolleré, qui est députée européenne. Bonjour. Et je voudrais aussi présenter Sylvie Ross-Rouard, qui est adjointe culture et égalité à la mairie de Castelnau-le-Lez, mais qui a aussi une fonction dans le mouvement qu'elle va nous présenter. Et enfin, Samuel Cohen-Salmon, qui est ambassadeur climat de la Commission européenne. Michael Yankou, délégué régional Yad Vashem, il est aussi le directeur de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, dont on connaît la qualité des prestations et des conférences, toujours dans le lien, toujours dans la compréhension de l'autre. Monique Batelage, qui a une lourde charge aujourd'hui comme psychiatre au CHU, et aussi vous faites un peu référence en psychiatrie, Monique, hein, tant pis pour la fierté, mais il faut le dire. Et vous allez nous dire en quoi Simone nous a un modèle, ce qu'elle a pu justement nous laisser. Et bien sûr, nous allons voir d'abord, selon les étapes de vie de Simone Veil, comment elle a réussi à s'en sortir. Alors, Michael, on va commencer justement par cette histoire douloureuse de cette jeune niçoise qui est raflée et qui se retrouve à Auschwitz-Birkenau. Alors, après une expérience comme celle-là, comment elle a construit à partir de ça, pour que nous n'oublions pas? Elle disait, elle, que l'essentiel, c'est non seulement de parler de la Shoah, mais d'en parler correctement. Alors, il y a une spécificité de la Shoah? Oui, effectivement. Ça n'a pas été évident pour elle, évidemment, quand on a connu l'enfer concentrationnaire. Qui plus est, au lendemain de la guerre, tout le monde avait souffert. Tout le monde avait souffert, la spécificité de la Shoah n'était pas reconnue. Il a fallu attendre des décennies. Elle a d'ailleurs contribué à faire que la Shoah reste un point central dans l'histoire de l'Europe, même au niveau du vocable. Au lendemain de la guerre, on employait le terme de Hourban, on employait le terme de Holocauste. Et puis en France, c'est le terme Shoah avec le film de Claude Lanzmann qui va s'imposer, qui signifie en hébreu cataclysme. Oui, l'unicité de la Shoah, c'est encore quelque chose à bien intégrer, à bien analyser, à bien comprendre. Encore aujourd'hui, parce que effectivement, avec le retour de l'antisémitisme, certains voient, quand on affirme l'unicité de la Shoah, encore une fois, le peuple juif qui est en tête, cette notion d'élection, encore numéro un dans la souffrance. Oui. Non, c'est ce qu'on nous enseigne à Yad Vashem, et ça a été les premiers cours que j'avais suivis à l'École internationale pour l'étude de la Shoah, avant d'être délégué Yad Vashem. L'unicité de la Shoah réside en plusieurs points. D'abord, ce n'est pas des bouffées massacreuses. Ça a été planifié à froid. Et c'est ce qui les différencie des autres génocides. Ensuite, ce que l'on reproche aux Juifs, c'est d'être. C'est pas de faire. Il n'y a pas de conflit territorial non plus. Il n'y a pas de conflit territorial. C'est la première fois que l'on décide d'annihiler, de détruire un peuple, effectivement, de manière industrielle. Il y avait eu des tentatives, des prémices au niveau de la planification pour le génocide arménien, qui est le premier génocide du XXe. On peut même parler du massacre des Héréros en Afrique, qui serait, selon certains historiens, peut-être même le premier génocide du XXe siècle. Et puis enfin, il y a la volonté de ne laisser aucune trace de ces exactions. Lors de la conférence de Wannsee, on a voulu mettre sur pied la destruction du peuple juif européen, qui est là dans le vieux continent depuis des temps immémoriaux. Et le plus grand secret entourait les hauts dignitaires nazis. Voilà. Donc c'est une série de points, il y en aurait d'autres,
qui démontre l'unicité de la Shoah. Bien évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un génocide ou qu'il n'y a que les Juifs qui ont souffert dans la Shoah. On peut penser aux tziganes, aux homosexuels, aux résistants, etc. Mais effectivement, si l'on compare le génocide juif au génocide arménien, au génocide khmer, au génocide rwandais ou des massacres à grande échelle dans l'ex-Yougoslavie, il y a une part unique, il y a quelque chose de singulier dans le... Et puis le nombre, 6 millions, évidemment, c'est ce qui différencie en comparaison des autres. D'ailleurs, en juillet 2005, lors d'une commémoration de la rafle du Veldiv, Simone Veil disait le danger n'est plus qu'on ne parle pas de la Shoah, mais qu'on en parle à mauvais escient. Donc ça, avec les concurrences mémorielles, avec tout ce que tu as évoqué, Michael, et oui. Effectivement, le risque est là. C'est la grille de lecture. Oui. C'est ce que l'on en fait une fois que l'on a intégré les grandes étapes du génocide juif, de la Shoah. Quelle est la grille de lecture que l'on en a? Et n'oublions jamais, on l'a dit la semaine dernière, Perla, que ce qui s'est passé à Auschwitz, l'homme a fait un jour cela à son prochain. C'est ça qu'il faut entendre. Bien évidemment que ce n'est pas fortuit que ce soit le peuple juif, que ce soit le juif qui soit convoqué, puisqu'il est l'un des peuples qui a le plus souffert dans l'histoire de l'humanité, mais c'est ce qu'un jour un homme, une femme a fait à son prochain. Et demain, cela peut se répéter sur d'autres peuples. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est tout à fait important. D'ailleurs, elle a été présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. La Fondation pour la mémoire de la Shoah, et elle avait effectivement à l'esprit aussi le fait de mettre en avant la France de Vichy, la France des justes. Longtemps, on a opposé la France des résistants à la France de Vichy, mais même s'il y a eu un nombre important de Juifs déportés, n'oublions pas que 75% des Juifs de France ont eu la vie sauve. Et la panthéonisation des justes participe de ce combat qu'elle a mené, qu'elle a engagé. Et rappelons aussi que la France est le 3e pays dans le monde au niveau des justes parmi les nations, des Hasidei ou Umot Haolam, après la Pologne et les Pays-Bas. Donc c'est un combat qui a été le sien, la Shoah en France, et la reconnaissance des actions exceptionnelles des justes. Alors, on sait qu'à Auschwitz, on connaît les conditions tous d'Auschwitz, on ne va pas revenir sur le débat qui a été fait la semaine dernière, mais elle sort de là et elle reprend ses études immédiatement pour devenir avocate et devenir aussi ensuite faire l'école de la magistrature, pardon. Et donc, on va demander justement à Monique Battelage de nous dire comment on peut se reconstruire aussi rapidement, comment on rebondit après une histoire aussi dramatique. Et je crois que j'ai oublié de citer Samuel Cohen-Salmon, qui est ambassadeur climat de la Commission européenne et qui va nous parler aussi d'une des valeurs d'union de l'Europe autour des grands thèmes qui fondent la paix. Alors Monique, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Il faut une structure particulière pour arriver, on sort de là, de l'enfer complet. Alors, il y a quelque chose que j'avais envie de dire, puisque je sais qu'on a parlé de la vie de Simone Veil la semaine dernière, et je voudrais dire que je pense qu'il n'y avait pas une question de résilience, mais une question de structure, de personnalité, et d'une certaine façon, ce qui fait qu'elle a survécu à Auschwitz, ce qui fait qu'elle a laissé l'œuvre qu'elle a laissée, dont on va parler ce matin, c'est ce qui fait qu'elle a survécu à Auschwitz. C'est-à-dire qu'elle avait, d'une certaine façon, ce que j'appellerais une colonne vertébrale. Une structure. Ce qu'elle a laissé, c'est l'idée d'une femme qui tient debout, qui était droite, plus que éthique va bien, mais c'est pas que ça. Il y avait cette façon de se tenir droite, presque une certaine agressivité vis-à-vis de ses bourreaux qui lui a permis de fonctionner. Et je pense qu'elle a pu se reconstruire parce qu'elle ne s'était pas déconstruite d'une certaine façon. Elle a tenu. Elle a tenu intérieurement. Elle a tenu avec ce qu'elle a toujours été. Je pense à un des épisodes qu'elle raconte. C'était une femme, une femme dans tous les sens du terme, féminine. Et cet épisode où elle parle du fait d'avoir une robe neuve à Auschwitz, on reconnaît d'une certaine façon Simone Veil, qui a été femme jusqu'à après sa mort, puisque c'est la première fois qu'on pouvait envoyer
amener quelqu'un au Panthéon avec son mari, parce qu'elle était tout ça. Et je pense qu'elle a tenu parce qu'elle avait les capacités à tenir. Voilà. Alors pour certains, il y a eu des aspects de résilience. Je pense à Cyrulnik, encore que je pense qu'il avait aussi en lui quelque chose. Il était plus jeune. Il était plus jeune. Je pense aussi à ce qu'a dit Élie Buzyn, le père du ministre. De la ministre, le beau-père du fils de Simone Veil d'ailleurs, et qui a, bien que chirurgien, s'était intéressé aux aspects psychologiques des adolescents qui ont survécu à Auschwitz, et il avait fait remarquer que c'était des adolescents qui avaient des repères, qui avaient des valeurs, et je pense que c'est ça qui s'est passé pour Simone Veil. Alors, pour aller dans le même sens, une petite anecdote quand même qu'on va rappeler sur les valeurs humaines, de Simone Veil, c'est qu'à Auschwitz, effectivement, une capo lui donne des robes parce qu'elle la trouve magnifique. Elle lui dit, tu peux pas être en haillons comme ça. Et donc, elle va offrir une robe à Ginette Kolenka, qui, elle, était au fond du trou, et elle permet à Ginette Kolenka de rebondir et de tenir par ce geste humain. Donc, on voit, ça va dans le sens de... Elle avait déjà la structure. Elle avait une structure humaine. Et c'est tout à fait important. Donc, on sait peu d'ailleurs que quand elle a été magistrate, et elle a été envoyée en Algérie, et elle a fait revenir, c'est une anecdote qui n'est pas connue, elle va à l'administration pénitentiaire pour inspecter les prisons d'Alger, où il y avait les gens du FLN, etc., en pleine crise, 59, c'était vraiment le cœur du cyclone. Et là, elle trouve que les gens ne sont pas détenus dans des bonnes conditions. Et donc, elle s'arrange avec l'aide d'Edmond Michelet, pour faire revenir vers les prisons de métropole les prisonniers d'Algérie pour qu'ils soient mieux traités avec moins de passion. Donc on voit encore là le côté humain dans ce qu'elle a fait. Et c'est tout à fait inspirant parce que dans le reste de sa vie, on va voir régulièrement cet aspect-là. Alors, on la connaît aussi beaucoup pour son combat pour les femmes et son combat pour l'égalité. Et donc, j'aimerais bien que Sylvie nous dise justement ce qu'elle en garde. Sylvie Rosroir, vous êtes adjointe à l'égalité et à la culture. Alors, égalité homme-femme, on a l'impression que maintenant, c'est un débat révolu. C'est acquis. Est-ce que c'est acquis ? Ah non, ça ne le sera jamais. Et on voit bien, Irène en parlera, dans les pays européens où tous les droits sexuels et reproductifs sont en recul. Et on voit bien en France aussi la poussée des partis d'extrême, droite ou autre, qui quand même reculent tout le temps sur ces valeurs-là. Alors, l'égalité, c'est à protéger tout le temps. On avance à petits pas. Il ne faut pas croire qu'on avance à un grand pas. Donc, pour une collectivité territoriale que je représente, mais aussi je suis dans un mouvement où je suis déléguée nationale égalité. Vous avez un rôle national là-dessus, c'est tout à fait important. Alors, je vais peut-être décliner ces deux choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans une collectivité ? Je suis à Castelnau-le-Lez et c'est la première fois qu'il y avait une délégation égalité. Nous avons déjà rebaptisé la place de l'Europe, place Simone Veil, et nous allons être la première collectivité territoriale à signer le pacte Simone Veil sur lequel Madame la députée reviendra tout à l'heure. Alors, un pacte important pour les collectivités, je voudrais vraiment qu'on le dise parce qu'il est peu connu. Je pense que je laisserai Madame Tolérer dire les tenants et les aboutissants de ce pacte, mais en tout cas, avec ce pacte, nous adhérons à des valeurs portées par la communauté européenne, qui sont des valeurs d'égalité salariale, qui sont la protection de l'avortement, qui vont dans la droite ligne de ce que nous voulons faire en mettant l'avortement dans la Constitution. Et ça, je fais aussi partie d'associations Égalité nationale. Nous l'avons porté, et de même, nous avons porté l'idée d'avoir Simone Veil et bien d'autres au Panthéon, parce qu'il est temps. Donc, dans une collectivité, finalement, les valeurs de Simone Veil, elle n'est pas magistrate par hasard, c'est sa nature, vous l'avez dit, finalement, sa nature, c'est de protéger et de réparer, certes par la fabrique de la loi, mais finalement... Et de poser des lois quand même. Elle a voulu que ça soit pérenne en posant des lois. Donc, on est dans sa droite ligne et surtout dans une collectivité, les maires qui sont en droite ligne de la protection et de la réparation et de l'accompagnement. On vient de voir avec le drame de l'incendie qui vient de se passer à Vaux-en-Velin que c'est les mairies et les collectivités qui accompagnent le relogement. Alors, Sylvie, justement, elle disait que ma loi a bouleversé les relations entre hommes et femmes.
Alors, Vous vous trouvez? ah Vous oui. confirmez? Ah oui, ça doit être arrivé à un moment quand même dans les années 70 où le questionnement se posait sur le privé devient public et mon corps m'appartient. Donc Oui. elle est arrivée à ce moment où on s'est rendu compte que ce qui se passait chez chacune en fait était l'affaire de toutes parce que c'était commun. Alors donc c'est devenu un combat à cette occasion. C'est Oui, devenu un c'est combat à ça. cette occasion. Alors, elle disait qu'aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. On rappelle quand même, parce qu'il y a des reculs là-dessus, que ce n'est pas une incitation à l'avortement, c'est le droit, quand on le souhaite, de faire une IVG. Le droit à l'avortement, c'est le premier des droits de la femme. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas celui-là, aucun des autres droits ne va pouvoir en découler. Je voudrais dire aussi que c'est la première loi qui est une loi qui dépasse les clivages. C'est-à-dire qu'elle a réussi à fédérer tous les partis parce qu'il y a des questions qui nous dépassent, qui vont au-delà des dogmes de chacun Bien et sûr. sur lesquels il faut être au rendez-vous. Il faut être unis. Et sur lequel Il faut être au unis, rendez-vous. comme on le Voilà. verra tout à l'heure actuellement dans le futur sur le climat. On a besoin d'être unis. Voilà. C'est quelque chose qui est posé pour tous. Alors, ce pacte-là qu'on évoque, Irène Tolleré, le pacte Simone Veil, qu'est-ce qu'il pose comme principe pour les collectivités? Alors, l'idée de ce pacte, c'est que l'héritage législatif de Simone Veil, on le plante dans la terre de manière à ce que localement, il soit une réalité. Donc, il se décline autour de 4 piliers et les compétences des collectivités. Donc, par exemple, un des piliers, c'est l'égalité salariale. Donc, une collectivité doit regarder si l'ensemble des actions qu'elle fait, mais y compris en direction de ses propres salariés, va dans le sens de l'égalité salariale. On peut avoir l'émancipation économique, qui est un énorme sujet au niveau de l'égalité aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on sort de siècles où les hommes travaillaient et les femmes ne travaillaient pas. Et donc, dans la structure de la société, on a encore aujourd'hui des gros rattrapages à faire sur, par exemple, l'entrepreneuriat féminin. Quand les femmes veulent créer des entreprises, elles ont moins accès au crédit pour des raisons qui ne sont pas rationnelles. Et donc, si une collectivité met en place autour de sa compétence économique de l'échelon territorial une action pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, ça va dans le sens de cette égalité réelle sur le territoire. On parle bien entendu des droits sexuels et reproductifs. Les collectivités territoriales ont des compétences sur l'éducation. Un des moyens de ne pas avoir de violence, comme le disait Averroès, c'est déjà de se connaître, de se comprendre, de s'écouter. Il y a des modules qui existent de sensibilisation à la différence pour l'école, faire en sorte que ces programmes soient financés et déroulés dans les écoles, les collèges et les lycées. Ça veut être aussi vérifier que sur les droits sexuels et reproductifs, on n'ait pas de problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Italie, par exemple, on a les médecins pratiquant l'IVG, mais même prescrivant la pilule le lendemain, font objet de harcèlement tel qu'ils utilisent leur droit de conscience. Et donc 80% refusent donc ça fait de prescrire. Donc ça fait un problème assez important en fait en Italie, alors que pourtant la loi existe. Et donc aujourd'hui, au niveau du Parlement européen, moi, j'ai travaillé pour que si un médecin utilise son droit de conscience, il soit dans l'obligation de donner les coordonnées d'un médecin. Et donc, dans une collectivité, vérifier qu'on n'a pas ces mouvements qui se mettent en place, c'est aussi garantir une forme de légalité. Et bien entendu, la lutte contre les violences, le 4e pilier, dont on parle avec les maisons pour hommes, la sensibilité, tout ça. Puis le 5e pilier, qui est très important, c'est la représentativité symbolique. Oui. Et donner
des noms de femmes inspirantes ou d'hommes impliqués ou de couples ou de causes inspirantes qui font avancer l'égalité, comme par exemple ce qu'a fait Castelnau en renommant la place de l'Europe, Simone Veil. On a en stock dans notre région suffisamment de femmes inspirantes pour arriver sur les places où les gens prennent un bon temps, qu'on mette ces noms en avant. C'est très important, cette partie symbolique. Par exemple aussi, quand une collectivité fait des opérations artistiques, se poser la question: est-ce que je ne mets en avant que des artistes masculins ou est-ce que je suis aussi égalitaire sur ce point de vue-là? Et je peux vous dire que quand on commence à regarder le sujet, on a un plan de route et de travail assez conséquent pour les années à venir. Voilà. Il y a encore à faire, il y a encore beaucoup de travail à faire et ce n'est pas gagné. Et elle disait que ça avait un impact particulier, toutes ces questions que vous évoquez, Irène Tolleré, parce que, disait Simone Veil, aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble. C'est vraiment prendre la conscience de l'autre. Et c'est un peu le message qu'elle a donné. Et elle était d'une grande honnêteté parce qu'elle a évoqué le fait d'être une femme alibi, en disant que partout où je suis passée, j'ai entendu, mais bien sûr, on donne la parole aux femmes, puisqu'il y a Simone Veil. Et elle avait cette honnêteté de dire que ça ne suffit pas. C'est comme vous le disiez, au niveau du quotidien et de toutes les femmes et des actions quotidiennes, qu'il faut que ceci remonte et que nous ayons cette vision-là. Alors, elle a été d'une grande action, quand même un peu visionnaire, engagée. Elle a pris... ça a été très violent, les antagonismes qu'elle a vécus, ça a été extrêmement violent. Et pourtant, elle a tenu le coup. Alors, je reviens à la structure, justement, vers Monique Batelage. Cette structure-là, il faut avoir une structure en acier trempé, quand même. Je pense qu'elle avait une structure en acier trempé et les hostilités qu'elle a eues au Parlement étaient moindres que celles qu'elle avait eues à Auschwitz. Je voulais juste faire une remarque, c'est qu'elle a toujours dit que, effectivement, la loi sur l'IVG permettait aux femmes d'avoir plus d'égalité dans leur vie sexuelle, mais elle a toujours rappelé qu'il y avait eu d'abord la loi Neuwirth, et ça me paraît important dans la fidélité à Simone Veil, c'est qu'elle a toujours dit l'interruption de grossesse ne doit pas se substituer à la contraception. Bien et ça, sûr. je crois que c'est quelque chose que j'avais envie de rappeler, d'autant que dans une des questions qui se posent actuellement, il n'y a pas que les médecins qui font... Il y a le fait qu'il y a actuellement, même si les médecins sont d'accord, il y a des délais d'attente pour l'IVG qui rendent l'IVG... elle était hostile. Elle se posait des questions sur la sécurité sociale. Donc c'est un débat qu'on ne peut pas avoir lu. Mais je pense qu'elle était effectivement visionnaire, qu'elle était une personnalité particulière, je crois. Oui. Particulière, c'est pour ça que je reprenais la loi Neuwirth, parce qu'on avait l'impression qu'elle regardait en arrière et qu'elle s'appuyait sur ce qu'il y avait en arrière. Donc, dans son histoire personnelle à Auschwitz, sur la façon dont sa famille l'avait aidé à se construire, c'était vrai dans la législation, c'était vrai dans la personnalité, et elle se projetait en arrière. Je pense que déjà à Auschwitz, il y avait l'idée de je vais transmettre, je vais me battre pour l'égalité, voilà. Je pense qu'elle a laissé cette image-là. Je voudrais en parler peut-être maintenant, peut-être Oui. tout à l'heure, mais j'ai le sentiment qu'elle a laissé, au-delà des textes qui sont essentiels, elle a laissé un modèle d'identification auquel on peut se référer d'une certaine façon en se disant peut-être qu'elle aurait pensé comme ça et peut-être je peux m'identifier à elle. Comme un modèle de pensée, de leader. Comme un modèle de pensée. J'aurais envie de dire 2 mots, si j'ai le temps, Bien sûr. sur un film que j'ai trouvé absolument remarquable qui s'appelle Les Héritiers. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un film d'Ariane Ascaride, j'ai toujours du mal avec son nom, Ouais. où Simone Veil n'est pas centrale,
mais elle est essentielle d'une certaine façon. Je vous rappelle ce film où j'en parle pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans une classe de lycée, une classe que certains enseignants redoutent. Oui. Une Donc, classe, une classe difficile. une classe difficile. Difficile, de Avec des lycée gens de quartiers sensibles. Une classe des quartiers. Et c'est pas les forts en latin, grec et maths, c'est un professeur décide que sa classe va concourir pour le concours C'est le NRD, Concours national de la résistance et de la déportation, sur lesquels il y a une thématique annuelle et les élèves bâtissent un projet autour de cette thématique. Et c'est tout à fait d'ailleurs impressionnant de voir la marque que ça laisse à ces élèves. Alors là, il y a une classe qui n'est pas du tout portée à s'intéresser à la Shoah. Et petit à petit, on voit que ce projet entraîne une forme de cohésion dans la classe et on voit une adolescente qui est très adolescente dans les conduites d'opposition, dans la tenue vestimentaire, très adolescente avec une histoire difficile. C'est juste évoqué. Et à un moment donné, le professeur lui dit, vous devriez lire ce livre, et elle lui tend le livre Une vie de Simone Veil. L'adolescente dit, bien sûr, je ne vais pas le regarder. On peut compter sur les adolescentes pour dire ça. Elle le prend quand même. Et puis, elle va regarder sur Internet et elle voit Simone Veil, la Shoah, l'IVG. Elle voit les prisons, elle voit tout ça. Ouais. Elle découvre la femme. Et on voit, là, elle va rejoindre le groupe classe pour travailler autour de la Shoah. C'est une histoire vraie. Il faut quand même dire que cette classe improbable a gagné le prix national, ce qui n'est pas rien. Et c'est cette adolescente qui va lire le texte de Buchenwald, le pacte de Buchenwald, je crois que ça s'appelle, oui. Et dans une tenue plutôt tailleur Chanel que tenue que jean et basket, jean troué et basket. Mais je trouve que la façon dont on voit cette image de Simone Veil traverser le film, il n'y a pas beaucoup, il y a quelques images. En particulier, au moment où on demande à Simone Veil si elle est devenue une icône, non, elle n'a pas envie d'être une icône. D'ailleurs, une icône, c'est figé. C'est une femme. Et je trouvais que c'était intéressant de voir comment cette image-là, et je crois que ça reste encore. Et ça, je pense que c'est ça que nous a laissé Simone Veil, comment face aux problèmes actuels de retour sur l'interruption de grossesse, comme face au problème de retour de violence. Vous allez peut-être en parler. Comment face on va en parler tout à l'heure sur le climat. Tout ça, on a l'impression qu'elle nous laisse un mode de pensée et un mode d'être. Et je pense que c'est ce mode de pensée et d'être qu'il a porté toute sa vie. Qui va s'appliquer, qui continue à s'appliquer à l'ensemble des sujets qui nous concernent tous, européens. Je pense qu'on soit député européen de Castelnau ou qu'on soit élève dans un lycée, on a là un modèle. Et je trouve que pour moi, c'est un message d'espoir dans le marasme actuel que Simone Veil, dont on a pu dire, on aurait pu l'imaginer présidente de la République. Et elle n'a jamais dit « Madame la ministresse », elle s'en fichait. Elle était suffisamment femme et suffisamment persuadée de l'égalité des êtres humains pour ne pas avoir ce... Voilà. Mais je suis bavarde. D'ailleurs, je pense qu'elle serait ravie de savoir qu'au niveau national, la déléguée égalité vient d'une commune de province pour le territoire de Progrès. Et c'est tout à fait important parce que c'est le terrain et l'action de terrain. Alors, je voudrais justement passer la parole à Samuel Cohen-Salmon parce que une question qui émerge maintenant, c'est la question climatique et l'Union européenne autour de ce climat. Alors, est-ce que pour vous, d'abord Yann, vous êtes beaucoup plus jeune et puis vous avez cette fonction d'ambassadeur climat pour la Commission, donc est-ce que pour vous, et Simone Veil est aussi une source d'inspiration, elle nous a laissé un message aussi qui s'applique à une problématique postérieure à son action politique finalement? Alors oui, effectivement, Simone Veil est pour moi une source d'inspiration à un double titre. D'abord pour sa fonction, la fonction politique qu'elle a eue, la place qu'elle a jouée dans la société, notamment au niveau européen,
Et en tant qu'ambassadeur climat pour l'Europe, effectivement, ça m'inspire. Mais vous n'aura pas échappé que je m'appelle Samuel Cohen-Salmon et que dans ma construction, ça a aussi fait partie des figures qui ont compté, qui ont été mises en avant dès mon enfance, une figure positive. Et donc, c'est important de pouvoir avoir ces images-là. Et il se trouve, et quand vous m'avez invité pour participer à ce café ce matin, j'ai une anecdote qui a immédiatement émergé. Il se trouve que je l'ai rencontré, Simone Veil. Je l'ai rencontré, et cerise sur le gâteau, je l'ai rencontré en Israël, à Jérusalem. Alors, je vous remets le contexte très rapidement, puisque je m'intéressais déjà au climat. À l'époque, j'étais encore chercheur sur la résistance des plantes à la sécheresse. Je passais 6 mois à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6, et 6 mois à l'université Tel Aviv pour travailler sur ces sujets-là. Et en même temps, j'avais une petite collaboration avec l'université catholique de Bethléem. Ce qui fait que j'avais des liens avec l'attaché culturel de l'ambassade de France, qui à l'époque était Toby Nathan. Oui. Donc là, c'était en 2009. Et il se trouve que cette année-là, il y a Nicolas Sarkozy qui fait une visite d'État en Israël. Et donc, comme pour toutes les visites d'État, la communauté française est invitée. Bien Alors, sûr. quand on est en Israël, on n'invite pas toute la communauté française, parce que là, il faudrait inviter, je crois, 120 000 personnes, quelque chose comme Un ça. peu plus. C'est beaucoup trop. Donc là, j'ai reçu une invitation. C'était un peu moins gros que ça. J'ai reçu une invitation de Toby Nathan, et ça se passait dans les jardins de l'hôtel King David à Jérusalem. Donc, comme d'habitude, vous avez le président avec sa délégation qui vient, il y a une estrade, et donc il fait un discours à la communauté française. Et puis, à la fin de ce discours, avec sa délégation, il descend de l'estrade et il fend la foule, et il va serrer la main à tout le monde. Il se trouve que dans la délégation, vous avez toujours des membres de son gouvernement, Quelques des ministres, personnalités bien politiques, sûr. des ministres. Vous avez des chefs d'entreprise aussi qui viennent Mm. pour parler business, pour créer du réseau. Et puis, dans la délégation, il y a toujours des personnalités. Et là, dans les personnalités, il y avait Simone Veil. Et elle, une fois le discours terminé, elle ne suit pas du tout le président, elle ne suit pas du tout la délégation, où il va serrer la main à tout le monde. Il faisait beau, il faisait chaud, on est à Jérusalem, c'était en été. Elle sort de l'estrade, elle va se mettre dans un coin, mais vraiment toute discrète, elle va se mettre dans un coin sous un arbre à l'ombre. Et là, il y a un phénomène qui s'est fait tout naturellement. En fait, tout le monde s'est mis en ligne pour aller lui serrer la main à elle. Casus belli Et au moi, niveau protocole. Et moi, je me suis dit, entre Nicolas Sarkozy et Simone Veil, j'ai pas réfléchi très longtemps. Je me suis engouffré pour aller serrer la main à Simone Veil. Et donc, quand vous m'avez invité pour parler d'elle, ça a de suite rejailli dans ma mémoire, cette histoire-là. Et j'ai fait des liens, j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, ce jour-là, en fait, je me suis comporté comme le premier jour où on arrive en Israël. La première chose qu'on fait, c'est on va à Jérusalem, on file dans la vieille ville, et puis on va toucher le mur. Oui. Et puis on va mettre un petit papier, qu'on soit Le croyant. mur du temple, je rappelle. On va mettre Oui. un petit papier, qu'on soit croyant ou pas. Parce que finalement, on nous en a tellement parlé depuis qu'on est tout petit, qu'on a l'occasion d'aller le toucher, qu'on a l'occasion d'aller vérifier que ça existe bien, Ça se fait. que c'est On ne toujours peut là, pas ne pas le faire. qu'on le fait. Et moi, Simone Veil, on en a tellement parlé depuis tout petit. C'est une figure marquante, c'est une figure qui est un symbole. Et j'avais l'occasion d'aller la rencontrer, donc j'ai fait la queue comme tout le monde. Et finalement, quand je me suis retrouvé face à elle, je lui ai juste serré la main, je lui ai dit merci. Et elle m'a juste fait un sourire, et puis je suis parti. Ça doit être impressionnant. C'est impressionnant pour moi. Pour elle, elle en a rencontré tellement des gens que moi. C'était juste un merci. Pour elle, c'était rien. C'était juste un petit sourire. Et en fait, ça dit quand même beaucoup de. Alors, elle voulait peut-être pas être une icône, mais bien malgré elle, elle en est une. En tout cas, pour moi, elle est un symbole. C'est un peu ce que disait Monique, elle est essentielle. Elle est essentielle, c'est l'essentialité. C'est-à-dire qu'elle porte des valeurs. Elle porte des valeurs. Et l'une des valeurs premières pour moi, déjà, c'est à l'image de ce mur, c'est que Simone Veil, elle était en face de moi. C'est que malgré tout son histoire, quand on connaît son histoire, là, on peut se dire, elle est là. Effectivement, cette histoire, elle est vraie. Ça a existé. C'est réel. Elle est là. Et surtout, j'ai envie de dire, elle est encore là. Donc, ça veut dire aussi, quelqu'un comme pour moi, et j'imagine peut-être pour d'autres, ça veut dire, on est encore là. Oui. Donc on est encore là, donc c'est important. C'est important de le dire, on est encore là. Il y a une résistance. Les nazis n'ont pas fini leur action. Michael Yankou, c'est le message qu'on tire comme ça de
des Oui. rescapés qui ont rebondi, des valeurs qui sont restées, des justes qu'on continue à honorer, même à titre posthume. C'est pour dire les nazis n'ont pas eu gain de cause. Quelque part, oui, c'est l'un des messages à entendre. Bien évidemment, Marceline Loridani-Vance, qui était son amie, elles étaient ensemble dans les camps d'extermination, avait dit une phrase lourde de sens lors du terrible assassinat de Mireille Knoll, qui renvoie à celui de Sarah Halimi et bien d'autres avant, où la France a pris conscience de la résurgence de la judéophobie. Ce jeune a fini le travail que les nazis n'avaient pas fini, Oui. puisqu'elle était une rescapée aussi de l'enfer concentrationnaire. Pour montrer la permanence et quelquefois la mutation de la plus vieille haine de l'histoire. À propos de Simone Veil, moi je connais bien son fils Pierre-François, qui est président du comité français, qui est avocat. Et j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote, puisque Samuel nous offre cette possibilité. À l'époque où je faisais beaucoup de violon, j'avais fait un concert à la Comédie des Champs-Élysées avec ma sœur Sarah, et il y avait dans le public Simone Veil. 2 violonistes émérites, hein. Moi je sous-titre là. Surtout hein. Sarah, surtout Oui, ma sœur. oui, je Mais sous-titre. a posteriori, de voir moi sur scène et elle et Simone Veil dans le public, c'était quelque chose que j'aurais jamais imaginé, moi petit violoniste et elle si grande dame. Et on était allé la saluer, elle était avec son chignon, ses yeux bleus et son charisme. Il y a des personnes, hommes On et est femmes, impressionné. qui dégagent quelque chose. On est impressionné. Et on était resté effectivement interdit devant ce qu'elle était, ce qu'elle représentait, et sa dimension prend encore plus de relief maintenant qu'elle n'est plus là, maintenant qu'elle est aux cieux, panthéonisée. Mais comme l'ont dit les différents intervenants ce matin, elle nous guide. C'est une lumière dans l'obscurité. Il a été une lumière dans l'obscurité de la Shoah, c'est une lumière dans l'obscurité aujourd'hui. C'est une expression qui a été un peu galvaudée, mais elle est inspirante au sens profond du terme. Hein, pas... Donc, Monique Batelage, vous voulez intervenir sur ce côté inspirant ou impressionnant? Ce côté impressionnant, c'était de ça dont j'avais envie de parler, parce qu'à vous écouter, je me suis rappelé que j'avais rencontré aussi Simone Veil. Elle était ministre de la Santé et elle a travaillé sur un dossier qui m'intéressait particulièrement, puisque je fais toujours partie du Centre de ressources autisme, mais elle a beaucoup travaillé sur l'autisme, sur les projets sur l'autisme, et je garde le souvenir de cette femme impressionnante, de la connaissance du sujet qu'elle avait, c'est-à-dire qu'elle avait une connaissance de l'autisme dans tout ce que ça représente Par de le menu, souffrance, sur le terrain. par tout ce que oui, avec, je pense, la mémoire de la Shoah, parce qu'il y a eu un moment où les autistes étaient pris en charge d'une façon... Ouais. Mais également ce souci des connaissances scientifiques et de la réflexion. Et j'ai gardé le souvenir de cette femme un peu forte. Oui, elle était enrobée, on dira. Elle était enrobée, mais avec une présence, une force. Il y avait quelques syndicats par là. Ils étaient dans une position de respect extraordinaire parce que elle en imposait. Oui, Elle c'est en ça. imposait. Et ça, Et c'est important pour un homme politique, Irène Tolleré, d'inspirer le respect, d'être dans des valeurs, d'incarner des valeurs qui font que chacun les respecte. C'est important, ça. On a eu quelques anecdotes où les gens ont contrevenu. C'est vraiment sacrilège vis-à-vis du monde politique. Oui, moi je pense que avoir des valeurs, si on n'a pas de valeurs, il ne faut pas faire de politique. Hein. Enfin, faut être clair. Et dans le cas de Simone Veil, elle fait le lien entre des combats extrêmement modernes et une intemporalité, un universalisme qui font qu'on ne tombe pas dans ça, c'est des combats du passé. Et c'est aujourd'hui, il est important que au niveau européen, mais comme dans chaque État membre, on soit au rendez-vous de l'héritage législatif de Simone Veil pour, en même temps, défendre les avancées qu'elle a pu faire obtenir, relever le flambeau, mais en même temps se poser la question, Simone Veil, est-ce que son combat aujourd'hui ne serait que l'avortement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats qui sont les combats modernes et qu'elle aurait porté, comme elle a pu porter l'autisme, comme elle a pu porter tous les combats
derrière lequel, quand on revient à son histoire, il y a l'injustice. La lutte pour l'égalité, c'est la lutte contre l'injustice. L'assignation à résidence, c'est l'injustice. Lutter contre l'injustice, protéger le faible, protéger finalement par des lois, non seulement par une posture, mais par des lois pour que ça soit inscrit dans le marbre. Voilà, des lois et des Protéger actions concrètes. Et des actions concrètes en connaissant bien les problématiques. Alors, on va évoquer, et je voudrais savoir ce qu'elle inspire pour un ambassadeur climat. La question du climat est bien sûr émerge très récemment et de plus en plus, avec de plus en plus d'acuité. Est-ce que, quand vous allez avoir à analyser ces questions-là, l'exigence et l'impact, si on ne s'entend pas à l'Europe sur le climat, qu'est-ce qui se passe? Alors, que ce soit au niveau européen ou à n'importe quel niveau, finalement, si on n'arrive pas à, non pas à s'entendre, mais à vraiment mettre le paquet. Poser des actions. Poser les actions maintenant, parce que je pense que maintenant on sait ce qui se passe. On Oui. en connaît les causes, on en connaît les conséquences. La question maintenant, c'est est-ce qu'on en fait suffisamment, assez, pour faire face aux conséquences qui sont des conséquences existentielles. C'est le péril existentiel de notre siècle, la crise climatique Oui. et la crise de biodiversité, dont on parle d'ailleurs actuellement, puisqu'il y a la grande conférence mondiale de l'ONU sur la biodiversité qui a lieu à Montréal actuellement, et où on voit que, comme pour la conférence sur le climat qui a eu lieu au mois de novembre en Égypte, on n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas à s'entendre parce qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table, et qu'en réalité, il y a d'autres urgences. Il y a toujours d'autres urgences parce que la question climatique, c'est toujours une question sous-jacente. C'est une urgence, mais elle est toujours sous-jacente, donc il y a toujours des urgences qui viendront avant. Alors moi, je vais faire le lien justement avec Simone Veil, mais en tant que... Son message. Oui, son message, et surtout comment moi, elle m'a inspiré dans la vie publique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on la rencontre, mais même quand on regarde un petit peu son parcours, on voit qu'il y a une vraie droiture. Il y a une vraie droiture dans la posture physique. Ça, c'est impressionnant à quel point elle se tenait droit. Mais il y a une vraie droiture morale et il y a une vraie droiture intellectuelle. Et donc ça, c'est particulièrement important quand on veut avoir une action publique, que ce soit en tant qu'élu dans une collectivité, que ce soit en tant qu'élu au Parlement européen, que ce soit en tant que représentant de la Commission européenne sur les questions climatiques, que ce soit en tant que chercheur, que ce soit en tant que psychiatre, peu importe le métier dans lequel on est, ça reste des valeurs qui peuvent nous inspirer à tout moment. Et puis aussi, moi, ce qui me marque par rapport à Simone Veil et à son histoire, c'est qu'elle aurait pu se laisser abattre finalement par la tristesse ou par l'horreur qu'elle a vécue. Elle aurait pu Absolument. d'autres Ou dire maintenant je m'occupe de ma pomme. Voilà. Ou à l'inverse, elle aurait pu se laisser submerger par la haine. Et je pense que ces sentiments-là devaient la traverser, mais elle a réussi à trouver la force de ne pas se laisser submerger ni par la tristesse, ni par la haine. Et c'est quand même très important quand on veut avoir une action publique, parce que ça change tout. Parce qu'effectivement, c'est pas rien si c'est elle qui a été désignée première présidente du Parlement européen. C'est énorme. Élue au Parlement européen. Et c'est un facteur de paix. C'est une femme, elle est juive, elle a connu la déportation, et donc elle est là pour incarner l'Union européenne. C'est quand même génial. Construire le futur ensemble. Avec ces valeurs-là. Et donc, moi, ce sont des valeurs qui m'inspirent, parce que sur la question climatique, effectivement, on voit bien qu'il y en a qui peuvent être submergés par le désespoir en se disant on n'y arrivera jamais, et qui peuvent baisser les bras. Et puis d'autres qui se disent bon, on n'en fait pas assez, et qui peuvent être sujets finalement au radicalisme, à la violence. On ne peut pas leur en vouloir, mais il faut essayer quand même de trouver une force intérieure pour renoncer à cette facilité. C'est pas simple, mais en tout cas, avec des figures comme Simone Veil, on peut trouver l'inspiration pour pas se laisser happer ni par le désespoir, ni par la haine. Et je pense que c'est important dans des moments comme aujourd'hui. C'est tout à fait important. Michaël Yankou, vous voulez intervenir? Je pense que la famille a été une force supplémentaire dans sa vie et dans son œuvre. Oui. Elle s'est mariée très tôt, au lendemain de la guerre. Elle a eu 2 enfants, de nombreux petits-enfants. Et ça a été un socle, ça a été effectivement quelque chose qui l'a porté. Et dans les années 2000, l'ancien patron de Paris Match, Genestar, a voulu effectivement aller avec elle à Auschwitz. Et elle lui a dit, écoute, je viens parce que tu y as déjà été.
tu sais ce que c'est, entre guillemets. Et donc, elle avait effectué au préalable 2 voyages commémoratifs officiels. Là, elle y allait à titre privé et avec ses petits-enfants. C'était ses petits-enfants qui la questionnaient et elle répondait. Ce voyage a eu lieu, je crois, en 2007 ou 2008, au moment d'ailleurs de la panthéonisation des Racidei Yomot Haolam, des Juifs parmi les nations. Et c'est un voyage qui l'a beaucoup marqué. L'une de ses petites filles avait son âge, à peu près 15-17 ans au moment de sa déportation. Et on a le souvenir de cette dame exceptionnelle, comme le monde juif en a produit, si on pense dans notre genre à Golda Meir, ou à des reines, à des prophétesses dans l'Antiquité de l'Israël biblique. Et on a ces images de Simone Veil à la fin des années 2000, dans la neige d'Auschwitz, et ce passé qui ne passe pas, et cette volonté effectivement de conjuguer la Shoah, mais dans une perspective plurielle. Et c'est ce qu'elle a fait dans les nombreux combats inspirants, et que les uns et les autres se doivent de continuer à ferrailler, à combattre, parce que le droit des femmes, l'antisémitisme, voilà, ce sont des dossiers qui vont être attaqués dans les années à venir. Les rejets de l'autre et qui reviennent en grande force. Est-ce que Irène Tolleré et justement aussi Sylvie, vous avez l'impression que les jeunes politiques qui sont impliqués là, dans des mouvements actuellement ou au Parlement ont aussi cette figure de Simone Veil comme une inspiration ou une exigence en tous les cas? Alors oui, et de manière transpartisane. Très Oui, clairement. exactement. Simone Veil, si on reprend le parti politique dans lequel on est, je ne suis pas dans son parti politique. Et pourtant, je me revendique de l'héritage politique de Simone Veil. Et je ne suis pas la seule. Je crois que c'est ça qui est important. À part les extrêmes, Oui. l'ensemble des partis politiques qui proposent quelque chose pour l'intérêt général, en fait, qui sont dans la solution plutôt que dans l'incantation. Et bien, tous, pour nous, Simone Veil incarne le meilleur de l'engagement politique. Oui. C'est-à-dire d'avoir en même temps fait avancer des choses pour l'intérêt général sans perdre sa droiture, sans perdre sa capacité de parler vrai. L'anecdote, avant qu'elle soit présidente du Parlement européen, ou par rapport à des gens du Front National qui viennent perturber une réunion publique de Simone Veil qui est dans un combat politique et qui leur dit « Vous ne me faites pas peur, vous êtes des SS au petit pied ». Ça, c'est en même temps l'homme politique qui fait la loi sur l'avortement et en même temps l'homme politique qui a sa personnalité, son parler vrai, qui est femme. Et c'est important, elle incarne les deux. Le fait d'avoir une famille et de ne pas se couper de la réalité de la vie des gens qu'on représente, Simone Veil, elle incarne tout ça en étant classique et moderne en même temps. Donc c'est vraiment une figure d'actualité. Et d'ailleurs, ces combats sont d'actualité. Sylvie Ross-Rouard, en étant justement adjointe à l'égalité et puis aussi avec des fonctions nationales sur l'égalité de Territoire et Progrès, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes élus ont aussi cette inspiration-là, ce respect et ce niveau d'exigence qui a été transmis par Simone Veil en matière d'intérêt général? Ah oui, Samuel parlait d'icône. C'est l'icône absolue, c'est la Marianne éternelle. C'est-à-dire qu'en construisant le rêve de Marianne, c'est quand même ce qu'elle incarne de mieux, c'est Simone Veil qui l'incarne. Voilà, dans les valeurs que tu as rappelées, Irène. Dans les jeunes, je crois qu'ils sont bien incapables de citer plus de 3 hommes ou femmes politiques. Par contre, Simone Veil, parce qu'un travail aussi d'éducation a été fait et au niveau européen et au niveau des académies, et au niveau de l'enseignement en général, et que c'est très important, tu l'avais rappelé aussi tout à l'heure, mais aussi parce que dans les partis, moi je suis déléguée à Égalité nationale de Territoire de Progrès, qui est un petit parti, qui a beaucoup de ministres et qui du coup a une action efficace sur l'emploi, l'égalité salariale, etc. Mais surtout parce que dans ce parti dernier né, on peut dire dans les derniers nés, j'ai pu installer et être soutenue pour installer la parité. Parce qu'en fait, cette parité
cette égalité dans la représentation au niveau décisionnel. Donc nous, c'est dans les instances à la fois de gouvernance et à la fois du comité exécutif. C'est pareil pour les entreprises. C'est pareil. Le parent pauvre, c'est un peu les EPCI dans la parité. Voilà, mais sinon, dans les métropoles, évidemment, ça marche, c'est obligatoire. Mais dans les EPCI, vu que 80% des maires sont des hommes, évidemment, c'est assez compliqué d'arriver à la parité. Mais tant que les femmes, qui sont quand même 52% de l'humanité, ne seront pas associées aux décisions qui les concernent, notamment sur le climat, parce qu'on sait qu'elles sont impactées plus fortement, les femmes, que les hommes dans la crise climatique, surtout en Méditerranée. Voilà, donc je pense que la parité, c'est essentiel pour que l'égalité se passe. Alors Irène Tolleré, avec Renewal, est-ce que vous avez encore des débats comme ça nécessaires sur la parité? Oui, et d'ailleurs, je suis C'est atterrant, quand même. Je suis rapporteur pour le Parlement européen sur l'égalité dans toutes les politiques publiques européennes. Parce qu'en fait, comme Samuel a pu le rappeler, et c'est aussi le combat de la modernité de Simone Veil, eh bien, l'ensemble des politiques publiques qu'on met en place peuvent avoir des conséquences différentes sur l'égalité. Et c'est important qu'on se pose la question pour trouver la solution. Typiquement, les lois dont vous avez entendu parler, peut-être au niveau européen, pour limiter les gaz à effet de serre, on va interdire dans le futur les voitures qui ont des motorisations thermiques. Aujourd'hui, tout ce qui sont les auxiliaires de vie, les assistantes à domicile, les familles monoparentales qui vivent dans la ruralité, elles ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc, on parle d'une législation européenne qui a l'air très vertueuse comme ça, mais qui a un impact très précis sur certaines catégories de femmes qui travaillent. Donc, c'est important qu'on se rende compte du fait que des politiques publiques peuvent avoir des conséquences négatives sur l'égalité. Et par contre, quand on met en place des solutions concrètes comme le pacte Simone Veil, on peut avoir un bon impact. Au niveau du Parlement européen, on a questionné si notre institution respectait les lois que nous demandons aux autres de faire. On s'est rendu compte qu'on avait un petit rattrapage à faire. En 6 mois, le fait d'avoir posé des chiffres, en 6 mois, on a vu des nouvelles nominations qui allaient plus dans le sens. On s'est rendu compte qu'il y avait moins de femmes qui étaient nommées à des postes de très haut niveau parce qu'elles ne candidataient pas. Donc on a changé la procédure de candidature pour que l'ensemble des personnes, femmes ou hommes, qui avaient les compétences pour obtenir un poste puissent candidater. Et en 6 mois, on a eu des chiffres très importants de progression. Donc ce qui est important, c'est que on soit au rendez-vous en tant qu'élu de ce que nous a offert Simone Veil, c'est-à-dire des valeurs et après leur mise en place concrète. On ne peut pas regarder ailleurs. La mise en place concrète, c'est aussi un sujet européen, c'est un sujet des collectivités locales. Monique Batelage, pour que justement l'exigence de valeur perdure, c'est important qu'elle soit incarnée avec un personnage comme ça pour les jeunes générations. Je pense que c'est essentiel. Je reviens sur le terme qui ne me va pas, mais par contre, une figure de valeur à laquelle on puisse s'identifier est essentielle. Que l'ancien collège qu'avait dirigé mon mari s'appelle Collège Simone Veil, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Et je pense que je parlais tout à l'heure du cinéma Les Héritiers. C'est moins abstrait, du coup. On a un personnage, on la voit. Et le film Simone, la traversée du siècle, je pense que c'est un film essentiel. Lui aussi, j'emploie le terme, c'est une femme, une figure essentielle, parce qu'elle porte l'incarnation de l'essence positive de l'être humain, si je peux le dire avec cette phrase un peu compliqué, mais on peut s'identifier au fait qu'elle a une pensée positive, qu'elle a une droiture interne et qu'on a tous... Alors là, je ferai référence à un autre. Le livre de Marek Alter, La force du bien, me paraît essentiel. Et je pense que Simone Veil avait l'idée que quand on parle de la Shoah, là je ne voudrais pas marcher sur les plates-bornes de Michael, mais quand on parle de la Shoah, elle a apporter cette idée qu'il fallait dire ce qui s'est passé et dire ce qu'il y a eu de positif, de juste, de fondamentalement... Dire le noir et la lumière. Le noir et la lumière. Elle incarne tout ça, ce que Samuel... C'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté, mais il y a du bon, de façon
incontournable Alors, en dans deux mots, tout être humain. est-ce qu'il faut expliquer ça aux jeunes? Vous avez besoin d'une figure, vous avez besoin, voilà, il est là. Est-ce que Il faut leur ça en se donner fait l'occasion. il faut donner l'occasion de la rencontre, de rencontrer ces images-là? Il C'est faut ça? donner l'occasion de rencontrer ces images-là. Donc, c'est un beau message pour la communauté éducative. Je crois que effectivement, cette notion de transmission de valeurs, de montrer que même après un cataclysme, il faut rester dans l'union pour construire, prendre l'altérité pour construire aussi ensemble des choses communes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je voudrais conclure par une phrase de Jean d'Ormesson lors de la réception de Simone Veil à l'Académie française en 2010. Et c'était un grand monsieur. Il a conclu « Nous vous aimons, madame ». Et donc voilà, c'est dit. Merci à toutes et à tous. Merci aux gazettes et à nos auditeurs de Nîmes et Perpignan de nous avoir suivis et de nous suivre.